Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Chesville à l'antenne. Toujours content de vous retrouver chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet difficile. J'ai beaucoup hésité à me lancer dans cette aventure, mais je n'y tenais plus depuis un certain temps, donc je me lance. Depuis mon retour du Brésil à la fin du mois de janvier dernier, je suis consterné par le flot d'infotox, c'est la version française de fake news, de manipulation et de propagande haineuse lorsque Gaza fait la une de l'actualité, ce qui est presque tous les jours le cas ces temps-ci. Nos auditeurs ont certainement remarqué que j'ai évité de m'exprimer sur ce sujet depuis quelque temps, en tout cas cette année. Dans le passé, je me suis beaucoup exprimé sur Gaza et sur le conflit israélo-arabe, peut-être trop, et j'y ai même consacré plusieurs chapitres de 2 de mes livres. Cette année, j'ai évité de m'exprimer à nouveau pour 2 raisons. D'abord parce que tout ce que j'avais à dire, je l'avais déjà dit. En parler à nouveau ne serait que redite, peut-être inutile, me disais-je. Ensuite, parce que je me suis rendu compte, cette année, qu'il est devenu quasiment impossible d'émettre une opinion divergente de celle qui est véhiculée par nos grands médias, par la majorité de nos politiciens et même par le président de la République et son ministre des Affaires étrangères, sans oublier Madame la présidente de l'Assemblée de Corse. Le discours ambiant est le suivant. La population de Gaza est sciemment affamée par Israël, qui est en train de commettre ce qui ressemblerait à un génocide. D'ailleurs, la plupart de ceux dont je parle ne s'embarrassent pas de cette périphrase et parlent directement de génocide. Il n'existerait, pour résoudre ce problème qui remonte à la dislocation de l'Empire ottoman, qu'une seule solution, celle que l'on a appelée la solution à 2 États. Or, je suis pour ma part en désaccord sur ces 2 points avec ce discours. Commençons par la famine. Après 24 années passées en Afrique, dans des pays dont certains connaissaient de véritables situations de famine, après des années de travail comme responsable du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, et ensuite pour des ONG œuvrant dans le domaine de la sécurité alimentaire, je n'hésite pas à affirmer que l'on ne peut pas qualifier de famine la situation prévalant actuellement dans la bande de Gaza. Il y a certainement de la malnutrition, mais pas de famine caractérisée. Les images d'enfants faméliques qui ont fait la une de certains médias ont été utilisées de manière cynique par des propagandistes du Hamas ou par leurs relais naïfs en Occident et dans le monde arabe. Ces photos ont été prises pour la plupart au Yémen ou en Syrie, parfois il y a plusieurs années, et elles n'ont rien à voir avec la crise de Gaza. Parmi ces photos, il y a aussi des clichés d'enfants réellement gazaouis, mais souffrant de maladies génétiques n'ayant rien à voir avec une prétendue famine. Certains de ces enfants ont d'ailleurs pu être évacués vers des hôpitaux israéliens ou européens pour y recevoir le traitement médical approprié. Les photos prises à l'intérieur du territoire de Gaza ont toutes été prises par des photographes locaux, tous affiliés au Hamas. À Gaza, rien ne peut se faire sans l'accord et sans l'étroite supervision de ce groupe terroriste. On a récemment cité le cas de l'un de ces photographes, dont les photos soigneusement mises en scène sont reprises et diffusées par le monde entier par une agence de presse turque, elle-même étroitement contrôlée par le régime Erdogan. Il est regrettable que cette agence n'ait jamais songé à diffuser des photos montrant la détresse des Arméniens du Haut-Karabakh contraints d'abandonner leur terre ancestrale. Avez-vous remarqué qu'en ce qui concerne Gaza, nos grands médias ne montrent que des images d'enfants faméliques et non d'adultes faméliques? Or, dans les situations de famine, et je sais de quoi je parle, adultes comme enfants sont frappés. Je n'oublierai jamais, pour ma part, ces hommes et ces femmes d'Inka dans un camp de personnes déplacées de Wau en 1989,
en pleine guerre entre l'armée de Khartoum et les rebelles de la SPLA. Ces adultes étaient de véritables squelettes ambulants, et nombre d'entre eux ne passaient pas la nuit et étaient enterrés à la va-vite aussitôt après leur décès. Certes, je n'oublierai pas non plus ces enfants chétifs aux yeux couverts de mouches, occupés à tenter de récupérer sur le sol boueux et sale quelques grains de sorgho tombés des sacs de l'aide alimentaire que nous avions convoyés. Je n'ai rien vu de tel à Gaza. Nous avons donc affaire à une manipulation honteuse et délibérée de la part des propagandistes du Hamas et de leurs relais afin d'émouvoir l'opinion publique internationale et surtout, bien sûr, d'attiser la haine contre Israël, alors que c'est ce même Hamas qui, depuis des années, détourne l'aide alimentaire pour la revendre à son profit et à celui de ses dirigeants. Même actuellement, 85% de l'aide alimentaire qui est en train d'être envoyée à Gaza, que ce soit par voie aérienne ou par voie terrestre, serait ainsi détournée. Avant d'aller plus loin dans mon propos, je souhaiterais céder la parole à un citoyen yéménite qui, lui, s'y connaît en matière de famine. Le 27 février 2025, le courageux journaliste yéménite Louaï Ahmed a pris la parole devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU après un discours du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, qui avait repris à son compte des éléments de propagande du Hamas relayés par l'Iran et le Qatar. Je cite donc Louaï Ahmed. « Je demande à l'ONU, à la Ligue arabe et à tous ceux qui ont brandi le drapeau palestinien depuis le 7 octobre, où est le drapeau du Yémen ? Dans mon pays, 500 000 personnes sont mortes au cours des 10 dernières années, la plus grande famine et crise humanitaire de l'histoire contemporaine. Pourquoi personne n'en a rien à faire quand meurent 500 000 Yéménites ? Qu'en est-il du Soudan ? En moins de 2 ans, plus de 150 000 personnes ont été tuées. Où est le drapeau du Soudan ? Et la Syrie ? 500 000 Syriens ont été tués. Où est le drapeau de la Syrie ? Monsieur le haut-commissaire, comment se fait-il que lorsque des Arabes tuent des millions d'Arabes, personne ne bronche ? Où est l'indignation ? Et où sont les manifestations ? Pourquoi ne parlez-vous pas des Houthis au Yémen qui ont dépensé des millions de dollars en tirant des missiles sur Israël au lieu de nourrir mon peuple affamé ? Puis-je vous demander pourquoi votre rapport mentionne Israël à 188 reprises et pourtant ne mentionne même pas le régime islamique d'Iran une seule fois ? Comment pouvez-vous parler d'un conflit tout en ignorant le belligérant qui a armé, entraîné et financé les proxys terroristes tels que le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, qui ont bombardé Israël des milliers de fois ? Et pourquoi le Qatar siège-t-il ici comme membre du Conseil des droits de l'homme quand ils accueillent les chefs terroristes du Hamas dans des hôtels de luxe ? Fin de citation. Je souscris à chacune des paroles prononcées par ce courageux journaliste yéménite. Loin de moi l'idée de nier la gravité de la situation humanitaire prévalant à Gaza. Mais elle n'a rien de comparable à celle qui prévaut au même moment au Yémen, au Soudan ou ailleurs dans le monde. L'indignation mondiale suscitée par le drame vécu par la population de Gaza est donc une indignation sélective. J'évoquais voici quelques minutes mes souvenirs, les souvenirs qui me hantent encore, 36 ans plus tard, les images de ces hommes, femmes et enfants mourant de faim à Wao, au Soudan du Sud. Jeudi dernier, ces horribles souvenirs me sont revenus à l'esprit lorsque j'ai découvert les épouvantables photos et vidéos diffusées par le Hamas montrant de jeunes Israéliens détenus dans un tunnel de Gaza depuis le 7 octobre 2023. L'état de Eviatar David, en particulier, est épouvantable. Ceux qui le détiennent ont osé le filmer, squelettique et visiblement à bout de force, en train de creuser sa propre tombe. Il aurait perdu plus de la moitié de sa masse corporelle et son aspect, avec ses os saillants et son visage émacié, ne pouvait que rappeler les images des rescapés d'Auschwitz en 1945. Les nazis ont tout fait pour cacher au monde leurs atrocités, alors que le Hamas semble en tirer fierté, puisqu'il les utilise pour son ignoble propagande. La famine existe donc dans la bande de Gaza,
mais elle frappe les otages israéliens détenus par le Hamas dans des conditions inhumaines depuis plus de 2 années. Le Hamas leur a toujours refusé la moindre visite du CICR, violant ainsi les conventions internationales, dont bien sûr il n'est pas signataire, puisque le Hamas, rappelons-le, est une organisation terroriste. En ouvrant cette émission, j'ai dit que je ne voyais pas l'intérêt de répéter ce que je dis depuis des années. Je vais pourtant le faire, mais pour cela, je me contenterai de lire ce que j'écrivais en août 2014 au sujet d'une précédente crise de Gaza et que j'ai inclus dans mon livre « Prêche dans le désert », publié en 2017. Ce chapitre est toujours malheureusement d'actualité, même si, depuis le 7 octobre 2023, la donne a changé avec le massacre, la torture, le viol et l'enlèvement de milliers de civils israéliens, hommes, femmes et enfants, par les hommes du Hamas et, rappelons-le, par des civils gazaouis qui n'ont pas hésité ce jour-là à se joindre à la curée. Voilà donc ce que j'écrivais en août 2014. J'ai été submergé par les nouvelles venant de ce territoire. Chaque jour, mon indignation alla grandissant face aux mensonges et à la désinformation entourant ce conflit. Certes, mes 25 années d'Afrique m'ont appris que dans chaque conflit, la première victime est toujours la vérité. Mais dans ce domaine, il semblerait que de nouveaux records aient été battus durant ce mois d'opérations militaires à Gaza. Des envoyés spéciaux qui se contentaient de reprendre les bilans et les communiqués du, entre guillemets, ministère de la Santé, c'est-à-dire des autorités du Hamas, sans jamais les questionner, sans jamais les mettre en doute. Ces bilans ne faisaient d'ailleurs jamais mention des pertes militaires du Hamas, se limitant à un chiffre global, laissant entendre que la totalité des morts palestiniens étaient des civils innocents. Alors que lorsqu'il s'agissait des pertes israéliennes, on en fait toujours le décompte, un chiffre minime de civils tués et un chiffre beaucoup plus important de tués au sein de Tsahal. Des images de mosquées, d'écoles ou d'hôpitaux touchés par des bombardements, sans que les commentaires ne fassent jamais mention des armes qui étaient stockées ou des missiles qui avaient été tirés depuis ces endroits avant de subir les représailles israéliennes. Le vocabulaire utilisé n'était jamais anodin, massacre ou crime de guerre. J'ouvre là une petite parenthèse, aujourd'hui on parle de génocide. Alors que les pires crimes de guerre n'étaient, quant à eux, jamais dénoncés. L'utilisation des populations civiles comme boucliers humains, l'emploi d'enfants dans les combats et surtout, on l'a vu, l'utilisation des mosquées, hôpitaux et écoles à des fins militaires. Mais le pire a sans doute été atteint avec l'utilisation ad nauseam d'images d'enfants blessés ou morts, alors que bien souvent, ces photos provenaient du conflit syrien. Pourquoi les correspondants des grands médias n'ont-ils jamais fait état des pressions subies de la part du Hamas? La seule exception à la règle fut celle du journaliste italien Gabriele Barbati, qui, après avoir quitté l'enclave, a eu l'honnêteté de préfacer un tweet de la manière suivante: « Hors de Gaza, loin de toute possibilité de représailles du Hamas ». Il disculpait ensuite l'armée israélienne pour le tir contre l'hôpital Al-Shati, où des enfants avaient été tués, indiquant avoir vu des miliciens du Hamas ramasser les débris d'une de leurs roquettes retomber après un tir raté. Pourquoi ces employés spéciaux n'ont-ils jamais évoqué ou montré les mouvements des miliciens armés du Hamas, alors qu'ils n'ont jamais hésité à couvrir ceux de l'armée israélienne? Pourquoi n'a-t-on jamais vu d'images de ces miliciens tirant des missiles? Comment se fait-il qu'aucune image n'ait été montrée de combattants du Hamas morts ou blessés, faisant ainsi croire au monde entier que seuls les civils innocents étaient victimes de tirs de Tsahal? Pourquoi n'ont-ils jamais interrogé des habitants de Gaza au sujet de la présence d'armes ou de bases de lancement de missiles dans les mosquées, écoles et hôpitaux, ou encore au sujet du creusement de tunnels sous leurs habitations? Il eût été intéressant d'interviewer des responsables de l'UNRWA, cette agence onusienne, au sujet de la présence de caches d'armes du Hamas dans leurs écoles. Malheureusement, cela n'a jamais été fait. Pourquoi est-ce qu'aucun d'entre eux n'a fait état de l'exécution sommaire de dizaines de civils par le Hamas lors d'une courte trêve?
Tous ces malheureux Palestiniens ont-ils été comptabilisés dans la liste des victimes de l'armée israélienne, fournie par le soi-disant ministère de la Santé aux journalistes étrangers? Mon indignation a été portée à son comble par la lâcheté de nos politiciens qui ont repris à leur compte les mensonges véhiculés. Eux aussi, à commencer par le président français, ont utilisé le mot massacre. Est-ce de l'ignorance, de la complaisance, ou plutôt un souci d'aller dans le sens de la rue, occupé depuis des semaines par des manifestations souvent violentes de solidarité avec le peuple palestinien? Voilà donc ce que j'écrivais en 2014. Je vais à présent tenter de répondre aux partisans de la reconnaissance d'un État palestinien. En décembre 2014, l'Assemblée nationale française avait déjà voté cette reconnaissance. Voici ce que j'en disais à l'époque. Demain 2 décembre, l'Assemblée nationale va se prononcer sur l'éventualité d'une reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Le Sénat devrait faire de même quelques jours plus tard. Je crains fort qu'une majorité de députés et de sénateurs ne votent oui à cette reconnaissance. Un tel débat, un tel vote, une telle reconnaissance ne me paraissent pas opportuns. Pourquoi ? D'abord parce qu'il existe déjà un État en Palestine, qu'il est indépendant depuis 1948 et qu'il se nomme Israël. Cessons de jouer sur les noms. Israël et Palestine sont les deux noms d'un seul et même territoire, qui a changé d'appellation au cours des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Ce nom de Palestine fut inventé par l'occupant romain afin d'humilier les habitants d'un pays dont il s'était emparé et dont il venait d'écraser la révolte. En effet, ce nom vient de celui d'une petite peuplade qui vivait au bord de la mer, du côté de Gaza. Les Philistins. Goliath est le seul Philistin dont le nom soit parvenu jusqu'à nous. Il fut vaincu par David dans les circonstances que l'on sait, 10 siècles avant notre ère. Afin de bien marquer l'éradication complète de la Judée, le pays des Juifs, les Romains lui donnèrent le nom d'une tribu vaincue par les Hébreux depuis longtemps. Je ne vais pas revenir sur les différentes invasions qui se succédèrent sur cette terre depuis la fin de l'Empire romain. Cette histoire n'est pas unique, le même scénario s'étant répété dans toutes les autres contrées du bassin méditerranéen. Partout, les puissants d'un jour chassèrent, absorbèrent ou massacrèrent ceux de la veille, avant d'être eux-mêmes chassés, absorbés ou massacrés par les puissants du lendemain. Il y a cependant toujours eu une présence juive sur le territoire que j'évoque aujourd'hui, même si cette population fut, au gré des circonstances, longtemps minoritaire et dominée sur son propre sol. Oui, il est vrai que ces mêmes circonstances historiques ont amené de nombreux juifs à s'installer ailleurs, souvent contraints et forcés, et à former la diaspora. Là encore, il ne s'agit pas d'un phénomène unique dans l'histoire. Les Grecs, les Phéniciens, les Arméniens, les Siciliens, les Maltais et les Corses firent de même au cours des siècles. Certains, bien que n'étant pas nés sur leur terre d'origine, même si leurs parents n'y étaient pas nés non plus, accomplirent le chemin inverse et vinrent s'installer sur le sol de la mère patrie. C'est ce que firent de nombreux juifs, pas seulement au XIXe siècle ou au XXe siècle, comme on le croit trop souvent. Dès le début du XXe siècle, la majorité de la population de Jérusalem était juive, et non depuis 1967, comme on voudrait nous le faire accroire. Cette population juive de la vieille ville, que nos grands médias se plaisent à appeler Jérusalem-Est, fut expulsée manu militari par l'armée jordanienne en 1948 lors du premier conflit israélo-arabe, et les vieilles synagogues furent dynamitées. De 1948 à 1967, cette vieille ville de Jérusalem fut Judenrein, pour reprendre le terme allemand inventé par les nazis pour désigner un territoire totalement nettoyé de toute présence juive. Il s'agissait là d'un cas de nettoyage ethnique, ce qui ne semble guère émouvoir les bonnes consciences occidentales. Ces mêmes bonnes consciences qui aujourd'hui poussent des cris d'orfraie lorsque des juifs retournent s'installer dans ces vieux quartiers de Jérusalem. Or, ils se contentent d'y acheter des maisons
sans utiliser la force armée comme le firent les Jordaniens à leur encontre en 1948. De nombreuses injustices furent commises tout au long de l'histoire. Elles ont particulièrement abondé au XXe siècle. Les Arméniens, les Kurdes, les Grecs d'Asie mineure, les Turcs de Grèce, les Juifs d'Europe, les Tatars de Crimée, les germanophones de territoires devenus polonais, russes et tchèques, les Pieds Noirs et les Harkis d'Algérie, ainsi que les Chypriotes grecs du nord de Chypre, peuvent tous en témoigner. Les populations arabes vivant entre le Jourdain et la Méditerranée aussi, ainsi que les Juifs originaires des pays arabes. Dans ma liste non exhaustive des injustices du XXe siècle, je me suis limité à l'espace européen et méditerranéen. Sinon, j'aurais pu aussi évoquer des drames plus lointains et peut-être encore plus oubliés, ceux des Hottentots de Namibie, des Hindous du Pakistan, des musulmans de l'Inde, des Papous de Nouvelle-Guinée, des Tibétains, des Ouïghours et de bien d'autres encore. Alors, pourquoi parle-t-on tant de l'injustice faite à l'une de ces populations, les Arabes de Palestine, alors que l'on semble avoir oublié toutes les autres? Sait-on que si 700 000 Arabes ont quitté le territoire sur lequel s'est établi l'État d'Israël en 1948, 800 000 Juifs furent quant à eux contraints de quitter les pays arabes où ils vivaient, pour certains, depuis une époque antérieure à l'arrivée des Arabes dans ces contrées. Je me pose sans cesse cette question depuis le ralliement diplomatique occidental à la création d'un deuxième État entre Jourdain et Méditerranée. Pourquoi ? Pourquoi une telle exigence en faveur de la création d'un État pour les Arabes de Terre Sainte, alors que l'on se montre incapable chaque jour davantage d'assurer la survie des chrétiens d'Orient? Pourquoi exercer tant de pression envers le seul pays démocratique du Proche-Orient, un État où les minorités non juives sont représentées au Parlement, une terre où les Druzes, les musulmans, les chrétiens, les Bahaïs pratiquent librement leur religion? Pourquoi nos médias font-ils toujours référence aux, entre guillemets, frontières de 1967, alors que de telles frontières n'ont jamais existé? Entre 1948 et 1967, il n'y avait pas de frontière entre l'État d'Israël et les territoires alors contrôlés par la Jordanie, que l'on persiste à affubler du nom de Cisjordanie, alors que la Judée et la Samarie ont une existence historique plurimillénaire, et par l'Égypte, la bande de Gaza. Il y avait seulement une ligne de cessez-le-feu, ce qui en droit international est complètement différent d'une frontière. Une ligne de cessez-le-feu sépare des forces adverses, lors de l'arrêt temporaire ou définitif, des combats durant une guerre. Ce fut le cas à la fin du conflit de 1948, qu'aucun traité de paix n'a conclu. La guerre a simplement repris 19 années plus tard, en 1967, lors de la guerre dite des 6 jours. De nouvelles lignes de cessez-le-feu furent alors établies à l'issue de cette dernière, sur le Jourdain avec la Jordanie et sur le canal de Suez avec l'Égypte. Pourquoi donc les lignes de cessez-le-feu de 1948 seraient-elles sacro-saintes et pas celles de 1967 ou bien encore celles de 1973 ? La question des territoires passés sous contrôle israélien en juin 1967 ne devrait d'ailleurs plus être d'actualité puisque la Jordanie y a renoncé, que l'Égypte ne réclame plus Gaza et que des traités de paix ont été signés entre Israël et ces deux pays. Pourquoi est-ce que l'OLP ne revendiquait pas l'établissement d'un État palestinien sur ces territoires avant 1967 ? N'avait-il pas vocation à devenir palestinien lorsqu'ils étaient encore sous contrôle jordanien et égyptien ? Il est important de se remémorer la taille du territoire où l'on voudrait voir émerger un second État. Israël, avec les territoires dont la souveraineté est contestée, Cisjordanie, Jérusalem-Est et plateau du Golan, dépasse à peine 27 000 km², soit 3 fois la superficie de la Corse. La superficie d'Israël jusqu'au conflit de 1967 était de 20 582 km², soit l'équivalent de 4 départements français de taille moyenne. La plus grande longueur du pays, de la frontière libanaise à la mer Rouge, est de 424 km. Sa plus grande largeur n'est que de 114 km. Jusqu'en 1967, la ligne de cessez-le-feu séparant Israël de ce que l'on appelait la Cisjordanie passait à quelques kilomètres de la banlieue de Tel Aviv.
À cet endroit-là, la largeur d'Israël était de 15 km seulement. Avec sa superficie et sa configuration actuelle, Israël est un État viable avec des frontières naturelles, Méditerranée à l'ouest, Jourdain à l'est. Créer un second État sur ce territoire résulterait en la coexistence de deux États non viables et non défendables, imbriqués l'un dans l'autre et dépourvus de frontières naturelles, et sans continuité territoriale en plus en ce qui concerne l'État palestinien, puisqu'établi sur deux territoires distincts, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Même si les dirigeants de ces deux États étaient des anges amoureux de la paix, la gestion d'une telle situation serait impossible. Pour compliquer le tout, ces deux États auraient la même ville comme capitale. Nos politiciens et nos intellectuels qui réclament à corps et à cri la création d'un État palestinien et qui, pour la plupart, n'ont jamais mis les pieds sur le terrain, réalisent-ils les difficultés qu'engendrerait une telle création? Accepteraient-ils d'avoir la frontière d'un État étranger passant au milieu de Paris? C'est bien en effet le statut de Jérusalem qui serait le plus délicat à résoudre. Les critiques d'Israël ont oublié que c'était ce qu'était cette ville avant 1967. Elle était divisée en deux, avec des murs, des barbelés et un no man's land séparant les deux parties. Il était impossible de traverser cette frontière de fait. Les Juifs n'avaient pas accès au Kotel, le mur des lamentations. Aujourd'hui, Jérusalem est une ville unifiée où les habitants de l'Est et ceux de l'Ouest peuvent circuler librement dans la partie qui leur était interdite avant 1967. Alors que l'on célèbre la chute du mur de Berlin, alors que les Chypriotes se languissent de voir Nicosie enfin réunifiée, pourquoi exiger la division d'une autre capitale, à savoir Jérusalem? L'idéal serait le maintien d'un seul État sur l'ensemble du territoire actuellement sous contrôle israélien. Un État qui reconnaîtrait les droits de tous ses habitants, quelle que soit leur origine ou leur confession. On me rétorquera sans doute que les Palestiniens ne veulent pas d'une telle solution. S'est-on jamais donné la peine de leur exposer les avantages qu'ils retireraient de l'abandon de leurs rêves étatiques? En Israël, les musulmans, les chrétiens ou les druzes israéliens ont le droit de vote. Ils envoient des députés au Parlement, ils élisent leurs maires, ils occupent de hautes responsabilités dans l'armée, la police, la fonction publique ou dans le secteur privé. Nos grands médias n'ont même pas souligné que Zidane Zaïf, le courageux policier israélien qui donna sa vie en tentant d'arrêter seul les assassins de la synagogue de Har Nof, n'était pas un juif, mais un druze. Tous les sondages réalisés au sein de la population non juive d'Israël révèlent que la grande majorité refuserait de devenir palestinienne en cas de création d'un État palestinien. De son côté, le président Mahmoud Abbas a clairement indiqué qu'aucun juif n'aurait le droit de résider dans l'État qu'il prétend créer. Ce genre de déclaration n'a pas suscité la moindre indignation, la moindre réprobation en Occident. M. Abbas attend donc qu'Israël, dans la portion de territoire qu'il conserverait, respecte les droits de ces minorités non juives, ce qui est déjà le cas, mais il ne voit aucune raison pour qu'un éventuel État palestinien conserve une minorité non arabe sur les territoires qui lui reviendraient. Toujours en Occident, on trouve choquant que des Juifs aient envie de prier sur le mont Moria, l'endroit où s'élevait jadis le temple de Salomon, le lieu le plus sacré du judaïsme. On persiste à considérer que ce site est avant tout l'esplanade des mosquées. Et on ne se formalise pas que des responsables de l'autorité palestinienne déclarent que la venue de fidèles juifs en ces lieux les souillerait. Que dirait-on si l'on autorisait l'accès de Notre-Dame de Paris ou du sanctuaire de Lourdes aux seuls catholiques? On ne doit pas mettre sur un pied d'égalité Israël et ses institutions démocratiques et une autorité non élue, peu respectueuse des droits de l'homme et surtout très corrompue. Sans parler de l'autorité de fait qui s'est imposée à Gaza par la terreur, le Hamas. Ce dernier exécute sommairement, réprime toute opposition, utilise sa propre population comme bouclier humain, opprime les femmes et impose une version rétrograde et intolérante de l'islam.
Croit-on naïvement que le Fatah, aux leaders corrompus, ferait le poids face au Hamas dans le cadre d'un État palestinien reconnu par la communauté internationale? Favoriser la création d'un tel État reviendrait donc à permettre la prise de contrôle définitive de Gaza et de la Cisjordanie par ce groupe terroriste. Ce serait permettre l'installation de bases de lancement de roquettes et de missiles à 15 km du centre-ville de Tel Aviv. Comprendra-t-on enfin, face à un tel scénario cauchemardesque, les vives et légitimes réticences d'Israël face à l'éventualité de la création d'un État palestinien? Enfin, face à la montée apparemment irrésistible de l'islam le plus radical, le plus violent et le plus rétrograde, que ce soit à Gaza, en Syrie, en Irak ou en Libye, voire même dans nos banlieues européennes, est-il vraiment opportun de reconnaître un État qui aboutirait immanquablement à un renforcement de ce courant et à la mise en danger du seul État démocratique du Proche-Orient? Oui, Israël devra négocier sérieusement avec les représentants légitimes de la population vivant dans les territoires tombés sous son contrôle en 1967. Un modus vivendi devra être trouvé qui permettrait à cette population de vivre et de travailler sur sa terre en bonne entente avec ses voisins. Mais des négociations sereines et constructives ne peuvent avoir lieu sous la pression et dans le climat de violence actuel. Face à la montée du péril djihadiste incarné par l'État islamique, AQMI ou le Hamas, l'heure devrait être plus que jamais à une solidarité sans faille avec l'État d'Israël. Pas à la pression sur ce dernier, pas au boycott de ce pays ami. C'est pourquoi, permettez-moi de vous le dire, mesdames et messieurs les députés et sénateurs de la République, si vous votez en faveur d'une reconnaissance d'un État palestinien, ce ne sera pas en mon nom. Voilà donc ce que j'écrivais en 2014. Là encore, je n'ai rien à rajouter à ces écrits vieux de 11 années. Mes arguments de l'époque demeurent les mêmes face aux intentions déclarées du président de la République de reconnaître, au nom de la France, un État palestinien le mois prochain. Comme en 2014, je le dis haut et fort, pas en mon nom. Je vous remercie, chers amis, auditeurs et auditrices, et je vous dis à la semaine prochaine.